Le Grenelle de l'environnement, axe majeur du développement de SIH, nous encourage à vous proposer des produits toujours plus performants. Nos nouvelles gammes intègrent des concepts d'isolation novateurs et des matériaux recyclables. Vous avez choisi SIH, vous avez opté pour la qualité. Notre process allie maîtrise de la législation et de la conception, fondement nécessaire à la production de votre lanterneau à vocation haute qualité environnementale. SIH, bonjour. Le service commercial vous guide dans votre commande, votre appareil Isolis URC durable est dès lors produit. Les composants sont usinés grâce à des équipements de qualité. Les flancs de l'appareil sont pliés par des opérateurs qualifiés. Un atelier spécifique permet de finaliser le cadre ouvrant et dormant à rupture de pont thermique de votre lanterneau Isolis URC durable. Ce système est breveté. La costière, base du lanterneau pour toiture avec étanchéité, est assemblée par clinchage. Le cadre dormant est fixé sur la costière, une isolation laine de roche 30 mm est posée sur les flancs. Le système d'ouverture est assemblé dans notre usine. L'assemblage final de votre pièce est réalisé par des opérateurs spécialisés. Vous pouvez opter pour du polycarbonate alvéolaire opale, du verre ou un remplissage polycarbonate Pearl Inside pour une meilleure isolation phonique. En bout de chaîne, votre appareil est palettisé et filmé. Votre lanterneau Isolis URC durable est expédié dans des conditions optimales. Il est livré, prêt à être posé. Plus de 50 ans d'expérience, 220 salariés à votre service, 16 000 m² de surface de production, 65 000 appareils produits par an, 88 000 m² de surface de voûte produite par an, présents dans plus de 10 pays.
Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du JT 3S. Au sommaire de ce 12e numéro, lors d'un plan business organisé par la société Electrolux, le pressing de Sarrebourg a été choisi comme référence sur notre secteur. 18 bénévoles de la société Procter & Gamble ont décidé d'être solidaires aux FAS Charles et Marie Knell de Sarreguemines. Cette année, c'était ambiance country pour la fête de la musique de la résidence Lydie Guggenheim à Sarreguemines. Les établissements d'hébergement de Sarrebourg ont fêté l'été à l'étang de la Stampf à Sarrebourg. Et l'Institut médico-éducatif Les Jonquilles de Sarrebourg a organisé une journée porte ouverte et s'ouvre vers l'extérieur également en proposant un défilé dans la salle des fêtes de Sarrebourg. Et enfin, à Sarreguemines, plus de 400 personnes se sont rendues à la traditionnelle kermesse de l'IME. Les directeurs des ZAT d'Alsace, de Moselle et des Vosges se sont réunis à l'occasion d'un business plan orienté pressing. Il s'est tenu à Sarrebourg où le pressing devient une référence sur la région. C'est d'une certaine manière une reconnaissance pour le travail réalisé depuis 1 an à présent au sein de l'établissement en collaboration avec Electrolux, mais aussi dans l'accompagnement des travailleurs handicapés. Regardez le reportage. Pourquoi créer un pressing? Quels sont les attraits? Quelles sont les étapes de l'aquanettoyage? Telles sont les questions soulevées lors du plan business. Un plan business sur le thème du nettoyage à l'eau. 14 personnes du secteur Grand Est sont ici invitées à échanger sur le projet Pressing, présenté comme un outil complémentaire à une blanchisserie. Pour montrer la faisabilité d'un projet, rien de tel qu'un retour sur expérience et la présentation d'une installation qui fonctionne. C'est Sarrebourg qui a été choisi par le fabricant Electrolux. C'est toujours très intéressant pour nous fabricants de montrer ce qu'un client est capable de faire, la réussite de son établissement, et je pense qu'à titre de l'établissement, c'est toujours une fierté de pouvoir montrer à ses collègues locaux ou régionaux comment on a réussi à mener à bien le projet. Et M. Jules Barrault a accepté de nous ouvrir ses portes puisqu'il a eu l'audace de créer cet établissement complet, blanchisserie plus pressing, qui est, à mon idée, le premier en France. On a pris le risque d'adosser le pressing à une blanchisserie dans une zone commerciale. Normalement, les pressings sont positionnés au centre-ville. Donc, avec 1 an de recul, on s'aperçoit qu'on a réussi notre pari. Les gens viennent de plus en plus. On a agrandi les locaux, on a mis une table supplémentaire. Donc, ça peut servir d'exemple pour nos collègues sur la région et sur la France. Le pressing, telle une activité complémentaire, mais ce n'est pas tout. Ici, on a opté pour une alternative innovante au nettoyage à sec. Une alternative qui répond aux normes en vigueur, qui apporte un confort de travail aux utilisateurs et offre un résultat optimum. Monsieur Jules Barrault a réussi à monter son projet de blanchisserie et de pressing qui, à notre sens, correspond tout à fait au milieu médico-social, à la fois sur le plan écologique, puisque c'est quelque chose qui répond, cette nouvelle alternative répond en tout cas aux normes en vigueur, d'un point de vue social, puisqu'on répond aux besoins du travailleur handicapé, dans le sens où c'est une activité qui est directement en relation avec le client, avec l'extérieur. En termes de réinsertion, ça prend tout son sens. Et puis enfin, c'est quelque chose qui est sain, puisqu'on utilise des produits naturels ou qui tendent, en tout cas sans produits classés cancérigènes, par exemple, comme peut l'être le perclos. 1 an d'existence et déjà une référence en la matière, ce pressing, adossé à une blanchisserie, donnera peut-être le goût de l'aventure à d'autres ESAT. Si je vous dis Procter & Gamble, vous penserez sûrement aux produits ménagers, aux cosmétiques, et pourtant la société est aussi engagée en matière de responsabilité sociale. Pour la première fois, l'entreprise de Sarreguemines, Vela, du groupe Procter & Gamble, a participé à une journée de solidarité, une manière de développer son ancrage territorial. 18 bénévoles ont décidé d'être solidaires aux FAS Charles et Marie Knell de Sarreguemines. Ils se sont répartis sur les 2 sites du FAS pour répondre à un besoin exprimé. Au FAS de nuit, accompagnés de résidents du FAS, ils ont travaillé à l'embellissement des extérieurs. Un parterre de fleurs a été aménagé. On y retrouve une 50aine d'arbustes tels que des hortensias, des lauriers, des géraniums et des graminées. Après le FAS, direction cette autre résidence, le FESAT Lydie Guggenheim pour la fête de la musique.
Chapeau de cow-boy, foulard autour du cou, Santiago, nul doute, le thème de cette année est la country. Pour l'occasion, le groupe de Villerwald, Happy Country Dancers, a fait le déplacement pour montrer ses talents de danseur et animer la soirée. Le temps de quelques démonstrations, la country a laissé place à la Zumba. 11 résidents entraînés depuis février et emmenés par Jennifer Gauthier ont transporté la soixantaine de résidents, les salariés et représentants du groupement 3S, dans des rythmes latins endiablés et ensoleillés. L'objectif de la fête de mêler convivialité et moments de détente a incontestablement été atteint. L'animation a été assurée par DJ Julien du Satmo de Sarreguemines qu'on a retrouvé à la grande fête d'été des établissements d'hébergement de Sarrebourg. Il s'agit de la deuxième fête de l'été avec les 4 foyers du pôle d'hébergement de Sarrebourg. Elle se tenue cette année à l'étang de la Stampf, près de Dabo, où se déroule également la fête d'été de l'ESAT. La pluie n'a pas entaché cette journée conviviale et festive. Repas, danse, jeux en bois, concours de pêche à la truite ont permis de faire une pause commune au milieu de la nature et de créer des liens entre résidents, éducateurs, familles et amis. En tout, 156 personnes étaient de la partie, c'est un peu moins que l'an passé. Il faut dire que le même jour, l'IM de Sarrebourg ouvrait ses portes. Et cela faisait justement 6 ans qu'elle n'avait pas eu lieu. L'Institut médico-éducatif Les Jonquilles de Sarrebourg a organisé une journée porte ouverte, autrement dit une journée de communication et d'ouverture vers l'extérieur. Au programme, visite de l'établissement, rencontre avec les professionnels, animation musicale, vente et restauration sur place. Reportage. La meilleure manière de comprendre ce qu'est un IME, c'est de venir voir de l'intérieur ce qu'il s'y fait, en passant par les classes, les ateliers ou encore l'internat. On a souvent la réputation d'être un établissement relativement fermé et donc c'est l'occasion de démontrer le contraire. Je pense que ça participe de faire tomber un petit peu les représentations sur ce type d'établissement et de rassurer les gens qui pourraient éventuellement envisager de mettre leur enfant à l'établissement. On a une école, on a des ateliers, on travaille l'autonomie, la socialisation, l'insertion professionnelle. On les prépare vraiment à l'avenir. L'avenir de Laura commence ici, à l'atelier d'approche au travail où elle fait des bouchons. Aujourd'hui, elle est accompagnée de sa famille qui se prête avec amusement à l'exercice. Quand elle m'a invitée, j'étais surprise. Et après, je me suis dit, mon Dieu, que ça va être beau de regarder tout ce qu'elle fait. L'évolution de ses enfants. Moi, j'ai vu la mienne qui a évolué, vous n'avez même pas idée. Là, elle parle mieux, on arrive à communiquer. Je l'ai au téléphone, c'est juste sublime. Donc, merci l'école. Merci l'école. Ouais, j'ai perdu à manger, je sais quoi, la mienne. Faire découvrir son univers, c'est aussi un plaisir que partage Luc avec sa famille ici à l'internat. Notre enfant, il est fier, parce qu'il en parlait depuis 2-3 semaines. Ah, il faut qu'on vienne à la porte ouverte. J'ai dit oui, on vient. Moi, ça fait très plaisir, quoi. La porte ouverte, une occasion pour partenaires et parents de découvrir l'internat, mais aussi chaque unité de l'IME, l'IMP, l'IMPRO et l'unité fonctionnelle pour enfants autistes. L'établissement assure une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique des enfants âgés de 6 à 20 ans. On a la possibilité, nous, de pouvoir les accompagner plus longtemps et du coup de pouvoir les préparer tranquillement à leur avenir professionnel. C'est ce qui fait vraiment la différence avec un établissement scolaire classique, c'est qu'ici, c'est l'institution qui s'adapte à l'enfant et c'est pas le contraire. Ici à l'IME, ils sont 85 enfants à bénéficier de cette prise en charge. Un des événements de l'année organisé par l'IME vers l'extérieur, c'est aussi un défilé digne de ce nom et ouvert au public. La première édition s'était déroulée intramuros à la salle des fêtes de l'IME. Cette année, direction la salle des fêtes de Sarrebourg. 11 jeunes ont défilé, le résultat est, vous allez le voir, impressionnant et c'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Regardez. Sur une chanson d'Edith Piaf, la robe Lady, portée par Alison, ouvre le défilé. Un air de Fashion Week plane sur le défilé. Le cadre est magnifique, la musique choisie avec soin, les mannequins sont pour la plupart également créateurs et le public venu en nombre est conquis. On retrouve Alison dans les coulisses, la boule au ventre, elle enfile la robe jungle. Il s'agit de son idée, de sa création, de sa couture. J'ai dessiné des habits, je les ai faites, j'ai cousu tout ça et aujourd'hui je présente au public et ça me fait plaisir.
Dans la peau de mannequin, les enfants foulent à tour de rôle l'avancée de scène. Alison portera 5 tenues, la voilà en Charleston. Pour Dorian, c'est son premier défilé, sa tenue s'intitule Arpeggia. Et puis il y a ces messieurs, au nombre de 2, Francis avec sa tenue Gold Star et Nordine en Arméus. L'art de la mode est ici utilisé comme moyen d'atteindre des objectifs thérapeutiques propres à chaque enfant. Ceci au travers des ateliers d'art-thérapie et de couture. C'est vraiment respecter bien évidemment leur goût, mais les amener surtout à mettre en place un processus artistique qui n'est pas toujours simple à avoir. Il faut d'abord une intention, il y a toute une réflexion, après il faut la démarche de la mettre en pratique, il faut tout ce qui est technique au niveau de chez Sandra, et là la finalité c'est de pouvoir l'exposer aux autres, valorisé par des coiffures, du maquillage professionnel. De montrer leur tenue, ça fait plaisir de les voir comme ça. Pour clôturer le projet, il n'y a rien de mieux, quoi. Et je pense que les objectifs sont atteints. La jeunesse de ce projet et la créativité des jeunes. Et tout ça nous a semblé très original. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait reproduire. Et ça mettait vraiment en avant le travail, leur propre travail, et le travail qu'on avait envie de faire voir concernant les jeunes de l'IME. Ce sont des jeunes qui ont des capacités, des compétences, qui ont envie de se faire connaître et ils savent parfaitement bien défiler. D'ailleurs, le résultat d'aujourd'hui, je mets au défi quiconque de dire qu'il s'agissait de jeunes d'IME. Tel un défilé de haute couture, celui-ci se termine avec la robe de mariée, ou plutôt 2 robes de mariée. Marie-Louise en Wedding Texas et Alison avec la robe de mariée Sophia. J'ai vu ma fille défiler, elle était au top. Je pensais pas ça. Pour moi, elle était magnifique, parce que j'avais les larmes aux yeux. C'était vraiment, ça m'a pris vraiment génial. Ils sont transformés, enfin je les trouve vraiment différents. Certains révèlent leur féminité et c'est vrai qu'il y a quelque chose de touchant. Il y a quelque chose de l'estime de soi qui est travaillé. Moi je suis de Bourgogne et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est la première fois que je voyais un spectacle comme ça. Je me doute que ça doit être beaucoup d'efforts pour ceux qui encadrent et pour ceux qui défilent. L'IME de Sarreguemines aussi a ouvert son établissement sur l'extérieur. Plus de 400 personnes, parents, enfants, personnel et partenaires de l'IME ont fait le déplacement pour la désormais traditionnelle kermesse de fin d'année. Un moment fort pour clôturer l'année scolaire, toboggan gonflable, atelier maquillage, pêche au canard, jeu de quilles ou encore jeu de radeau. Les enfants petits et grands ont pu trouver leur bonheur. Chaque jeu offrait un point. Une fois la carte complétée, l'enfant pouvait recevoir un cadeau. Les bénéfices de cette journée seront reversés à l'établissement pour acheter des jeux et mener des actions en direction des enfants de l'IME. Et depuis, ça a été la reprise pour tout le monde. Alors, bonne rentrée à tous. J'espère que ce JT de rentrée vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt. Bonjour Madame Falva. Bonjour Tania. Vous allez bien? Bien. Et vous? Oui, comme d'habitude. Assistant ou auxiliaire de vie, garde d'enfants à domicile, assistant maternel, employé familial sont les principaux métiers des services à la personne. Des métiers d'avenir tournés vers l'autre.
Nous sommes allés à la rencontre de 13 personnes qui exercent ces métiers en Lorraine. Ils nous livrent leur parcours professionnel, les joies et difficultés liées à leur métier. Certains travaillent auprès d'adultes dépendants, âgés, malades, handicapés ou auprès d'enfants. Tous tissent des liens uniques et contribuent au mieux-être des personnes à leur domicile. Tous ont opté pour un métier qui exige des aptitudes professionnelles et d'importantes qualités humaines. Vous avez passé une bonne nuit ? Agent d'entretien, livreuse ou encore animatrice dans une radio, Zaina a exercé plusieurs métiers avant de devenir, il y a 1 an et demi, assistante maternelle. C'est un métier enrichissant parce que je garde 3 enfants d'un âge différent et ils ont chacun leur personnalité. Ils ont chacun des besoins. Ouais, le camion. Ils ont chacun des besoins différents et c'est ça que je trouve bien, quoi. Moi, j'ai toujours aimé m'occuper d'enfants et le fait d'être assistante maternelle, ça permet de gérer ma vie aussi par rapport à mon fils. C'est un vrai métier avec des avantages, des inconvénients et un vrai métier avec un vrai salaire, tout simplement. Zaina a grandi au sein d'une grande fratrie. Au fil du temps, elle a appris à deviner les besoins de chaque enfant. Jeux de construction, coloriage, lecture, pâte à modeler, les enfants s'intéressent à tout et ont tout à découvrir. Quand on est assistante maternelle, le plus difficile, c'est au début, quand l'enfant ne nous connaît pas, il découvre un nouveau lieu, de nouvelles choses. Donc il y a forcément des pleurs, plus ou moins longs selon l'enfant. Mais sinon, après une période d'adaptation, ça se passe super bien. Et le soir ou en fin de journée, des fois ils ont du mal à partir, les gamins veulent rester, veulent jouer et tout. Et là, je me dis, bon, ils seront bien, c'est le principal, quoi. Quand j'ai les 3 petits toute la journée, c'est un vrai travail. Et en fin de journée, bon, je suis fatiguée comme beaucoup de monde. Mais bon, c'est un métier que je ne changerai pas. C'est une chose que je fais depuis que je suis toute petite, quoi. J'ai toujours su que j'allais travailler avec les enfants. Je ne savais pas exactement comment, mais j'ai toujours voulu. Et aujourd'hui, je suis heureuse, quoi. Ces horaires sont fluctuants. C'est une organisation de tous les jours. Savoir dialoguer, tant avec les enfants qu'avec les parents, une qualité indispensable pour entretenir de bonnes relations. C'est peut-être un grand mot, mais j'ai l'impression de faire partie de leur famille. Ils parlent souvent de moi, même les week-ends, ou quand je suis en congé, je sais qu'à leur retour, j'ai des informations. Les mamans me disent, bah, tiens, la petite m'a parlé de toi, on est passé devant chez toi. Elle a tout de suite reconnu le chemin, elle dit Tati, et je trouve que c'est touchant, quoi, de voir que j'existe en dehors de mon travail, aussi bien le week-end que quand je ne les ai pas avec moi. Allez, zou! Zaina envisage d'accueillir des enfants en difficulté et de devenir famille d'accueil. Encore? Encore, allez. 13h30, Stéphanie dépose les enfants à l'école. Stéphanie a travaillé dans le transport routier. Aujourd'hui, elle garde 4 enfants. Dans ce métier-là, il faut être vigilant avec les enfants à tout, quoi, parce que suivant leurs âges, ils peuvent partir en 2 secondes, ils peuvent passer sous une voiture, surtout le long des routes, ils peuvent se détacher en voiture. Donc il faut essayer de les occuper pendant ce temps-là pour qu'ils pensent à autre chose. C'est vraiment tout. Si on les laisse 5 minutes, ils se battent, ça peut être dangereux. Faut vraiment essayer d'anticiper un maximum, de les occuper et d'organiser les temps qu'on a avec les enfants. Parmi les 4 enfants, certains sont scolarisés, dont sa fille. Tu y vas? Je viens te chercher à 4 heures. C'est comment? C'est 4 heures, c'est bien. Maintenant, tu peux y aller. À tout à l'heure. Léane, elle, n'a pas encore l'âge pour aller à l'école. Pour Stéphanie, cela demande de savoir gérer son temps, gérer son planning, comme dans une petite entreprise. Il faut gérer notre communication pour trouver des nouveaux parents employeurs quand un contrat se termine. Il faut qu'on gère notre administratif. L'administratif, c'est tous les papiers qui peuvent être liés à la PMI. Il faut qu'on gère la relation avec les parents. Donc il ne faut pas oublier que c'est nos employeurs. Eux sont en charge de l'éducation de leurs enfants, donc à nous de nous plier un peu à leur desiderata tout en ouvrant la discussion. Et d'un autre côté, eux aussi, étant employeurs, ils sont en charge de nous prévenir quand ils sont en retard, de nous fournir le matériel adapté.
et adéquates pour leurs enfants, comme les couches ou s'il y a des repas particuliers pour des allergies ou des choses comme ça. Assistante maternelle est un métier présentant une dimension pédagogique et éducative. Cela passe notamment par le jeu. Ils apprennent des gestes tout simples au quotidien, de verser de l'eau dans un gobelet ou dans un autre. Ils apprennent les formes et les couleurs à force de jouer avec des jeux de ce genre-là. Et quand ils sont plus grands, on peut les éveiller sur diverses choses comme la politesse, les émotions, apprendre à s'exprimer. Après avoir suivi les 120 heures de formation obligatoire pour être assistante maternelle, Stéphanie a souhaité continuer à se former, notamment au travers de ses lectures, ou encore du relais assistante maternelle. Il n'y a pas de fiche métier comme il peut y avoir sur n'importe quel poste en final. C'est chacun se l'approprie. On l'apprend sur le tas et chacun avec ses sensibilités. En fait, c'est un métier qu'on fait un peu comme d'autres métiers qu'on fait par passion. On ne peut pas le faire par dépit avec des enfants. Elle s'est ainsi intéressée à différents courants de pensée et d'éducation, tels que la méthode Montessori, qui préconise de laisser l'enfant évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Et c'est avec philosophie que Stéphanie envisage la séparation avec les enfants en fin de contrat. La séparation, je pense que c'est quelque chose de difficile, mais comme un professeur qui s'investit auprès de ses élèves pendant 1 an, il sait très bien qu'à la fin de l'année, il va changer d'élève. Et nous, à la fin du contrat, on sait que les contrats durent 2-3 ans, peut-être plus pour les périscolaires si on a de la chance, mais à un moment, il y aura une fin au contrat. Donc c'est dur émotionnellement, mais il faut rester professionnel. Un morceau de gâteau, de la glace, elle mange du gruyère. Avant d'être assistante maternelle, Sabrina a travaillé dans le nettoyage industriel. À la naissance de ses 2 enfants, elle a décidé de faire ce qu'elle a toujours voulu, s'occuper d'enfants. C'est un choix qui implique toute une famille. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait d'utiliser le domicile familial, qui n'est pas toujours évident, parce que si par exemple ils veulent regarder la télé tranquillement, même mon mari quand il rentre du travail, voilà, il y a des cris, il y a du bruit, on a du mal à trouver une tranquillité quand on fait partie de la famille d'une assistante maternelle en fait. Une tranquillité, mais aussi parfois sa place, surtout pour le fils de Sabrina. Il faut le rassurer, voilà, lui expliquer que ça ne lui enlève pas l'amour de sa maman, mais que voilà, il faut partager. Donc j'essaye de l'impliquer un petit peu dans la vie, dans mon travail pour que ça se passe au mieux. Grâce à la VAE, la validation des acquis de l'expérience, Sabrina a pu passer le CAP Petite Enfance et évoluer professionnellement. Elle continue à se former notamment aux gestes de premier secours. Si j'avais un conseil à donner à une assistante maternelle, c'est de ne pas rester isolée, d'essayer de participer à la vie du relais assistante maternelle, puis de faire des formations continues qui sont vraiment très importantes pour faire progresser la profession en fait. Bisous câlin. Tu fais un bisou papa? Bisous mon cœur. Judith a gardé des enfants à son domicile. Aujourd'hui, elle a opté pour la garde d'enfants au domicile des familles. Je préfère ce système-là parce que les enfants ne sont pas perturbés, ils sont dans leur milieu, ils ont leurs repères et puis ils ont le temps de voir papa ou maman partir et puis après de se tourner vers moi. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux pour eux, quoi. Et puis bon, pour les parents, parce que les parents ils partent aussi rassurés. Ça fait des soucis en moyen de transport, de les lever plus tôt, etc. Si j'étais à la maison et que j'avais plusieurs enfants, peut-être que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais comme je fais là maintenant au domicile. Il y a quand même plus de choses qu'on peut faire avec eux. La petite Julie connaît sa maison et c'est un livre à elle qu'elle lit sagement le temps que son frère fasse ses devoirs avec tata Judith. Facteur souris, glisse. Au départ, c'est franchement pas évident, hein, parce que bon, eux, il faut qu'ils apprennent à me connaître. Moi, pareil. Il faut qu'il y ait un climat de confiance qui s'instaure, parce que ça, c'est primordial. Donc, au début, je vous dis pas, il y a des fois des pleurs, des petites crises entre guillemets, mais il faut apprendre à les connaître, en fait. Voilà. Et puis, je suis consciente que je rentre quand même dans la famille, dans l'intimité, quand même. Chose qui n'est pas évidente, et puis bon, la confiance qui prime, parce que bon, moi j'ai quand même les clés de la maison, pour moi c'est une grande responsabilité en fait,
Parce que bon, même au niveau des enfants, parce que quand j'ai des nourrissons ou quoi qui commencent à marcher et tout, toujours peur qu'ils tombent, qu'ils se fassent des bosses et tout, parce que bon, c'est déjà pas les nôtres, alors on fait encore plus attention. Garde d'enfants, un métier à grande responsabilité, basé sur la confiance tant avec les enfants qu'avec les parents. Moi, quand les enfants viennent vers moi et puis qu'ils me prennent dans leurs bras et qu'ils me disent « Tata, je t'aime », moi, c'est le remerciement. Donc, j'estime que là, j'ai bien fait mon travail parce que je leur ai apporté quelque chose et qu'eux ne m'oublient pas, quoi. La séparation, elle y pense. Mais avec chaque enfant qu'elle garde, elle s'investit et les enfants le lui rendent bien. Bonne nuit, Julie gentille. Bonne nuit, Tata gentille. Il est 7 h du matin, nous partons maintenant à la rencontre d'hommes et de femmes qui travaillent, non pas auprès d'enfants, mais auprès de personnes âgées ou dépendantes. Rita Lombardo a travaillé en usine, puis en boulangerie et dans la vente. Il y a 15 ans, quand sa mère tombe malade, elle s'oriente vers le service à la personne. Bonjour madame, je viens d'arriver. Il y a 15 ans, Rita n'a pas hésité à quitter son métier pour s'occuper de sa mère atteinte d'une leucémie, puis quelques années plus tard, de son père. Je me suis rendu compte que j'étais faite pour ça, parce que venir en aide à les personnes, que ce soit moralement, que ce soit l'aide dans le logement ou diverses, quoi, je trouve que c'est important. C'est donc sur le terrain que Rita a appris le métier. Elle a validé ses acquis d'auxiliaire de vie et s'est formée par le biais du relais assistante de vie. Après des débuts dans l'entretien, elle s'occupe aujourd'hui de personnes dont certaines sont atteintes de pathologies telles qu'Alzheimer ou Parkinson. Elle les stimule pour qu'elles gardent une part d'autonomie. Des fois, c'est pas facile. Les gens sont des fois agressifs ou alors des sauts d'humeur aussi. Donc bon, après, il faut savoir aussi comment gérer, comment s'adapter. Il faut être patiente dans ce métier, très patiente. Il faut être à l'écoute aussi, c'est important aussi. Rita travaille auprès de 7 personnes. Chacune a ses exigences, sa culture et sa façon de fonctionner. À leur contact, elle apprend beaucoup, comme à parler algérien. En fait, ce métier, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais on le fait quand même par passion. Doucement, hein. C'est enrichissant. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce métier. Rita souhaite continuer à se perfectionner dans les pathologies, l'aide à l'autonomie et devenir aide-soignante. Nadia a d'abord été animatrice en centre aéré, puis salariée chez McDo. Elle a suivi une formation certifiante d'assistante de vie, dépendance et employée familiale au Greta. Bonjour Madame Crafat. Vous allez bien? Voilà ce que je vous ramène, votre colis. Nadia a accompagné sa grand-mère en fin de vie. Après s'être occupée d'enfants, elle décide de se consacrer à l'aide aux personnes âgées. On ne fait pas ce métier par hasard, je pense. Pour moi, il y a une vocation, quoi. On ne peut pas se dire il faut que je travaille et je veux être auxiliaire de vie, c'est pas possible, ça passera, ça marchera pas. Il faut vraiment déjà aimer les personnes âgées, personnes handicapées. Il faut savoir être à l'écoute de ces personnes. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce métier correctement. C'est un très beau métier. J'en suis fière. Je suis fière d'être auxiliaire de vie. Avec les années, Nadia a appris à s'organiser dans son métier. Elle fait au plus urgent et travaille vite, sans oublier la personne chez qui elle intervient. On peut travailler tout en discutant avec la personne, on peut faire le ménage tout en discutant, on fait une aide à la toilette tout en discutant. Donc je veux dire, on est toujours avec la personne. On n'est jamais, elle n'est pas seule, la personne. Quand nous, on est là, on est avec la personne. C'est très important puisque des fois, on est leur seule visite de la journée. Ça arrive, on est la seule visite. Donc il faut prendre le temps de discuter avec les personnes et les écouter surtout. Être à l'écoute. Nadia veille à toujours bien remplir le cahier de liaison partagé par tous les intervenants au domicile. Elle fait part de ses observations pour une meilleure prise en charge de la personne. Les difficultés, c'est l'amplitude du travail, parce que on a une bonne amplitude, hein, c'est 7 heures le matin
Et ça peut aller jusqu'à 20h, 20h30 le soir, pour certaines, hein. Des fois plus, des fois moins, ça dépend. Donc il faut être en bonne forme physique et puis ne pas avoir peur du travail. Nadia n'a pas peur du travail. Elle souhaite devenir tutrice et continuer à se former pour compléter sa formation de base. Malgré son jeune âge, Aurélie a su gagner la confiance des personnes chez qui elle intervient. Assistante de vie auprès de personnes âgées, c'est une vocation qu'elle a depuis l'âge de 15 ans. C'est une vocation, c'est un vrai métier. Il ne faut pas faire ça juste pour avoir sa paye à la fin du mois. Il faut vraiment le ressentir qu'on est capable déjà de le faire, de travailler avec des personnes âgées, parce que des fois on voit des choses pas très jolies, mais on apprend beaucoup. Le contact des personnes âgées, c'est quelque chose qui rapporte. J'ai dû convaincre ma famille parce que pour eux, c'est que accompagner les personnes âgées dehors, les emmener voir telle ou telle personne. Non, c'est beaucoup plus que ça. Quand on est à domicile, c'est beaucoup d'accompagnement, de leur apporter de l'assurance. De l'assurance, mais aussi du réconfort, que ce soit pour le client, mais aussi pour la famille. Et la toilette et les repas sont importants étant donné qu'on les accompagne, que ça permet aussi la discussion, l'échange, le partage. C'est quelque chose dont les personnes ont besoin pour garder leur dignité afin de maintenir un maintien à domicile, un bon maintien à domicile. C'est nous qui permettons d'assurer ces moments-là, des moments qui sont quand même assez importants dans la vie de chaque personne d'ailleurs. Pour assurer le bien-être et le confort de ses clients, l'assistante de vie n'hésite pas à se rapprocher des autres intervenants de santé tels que les kinés, médecins ou encore infirmières. Il faut savoir qu'on est très souvent confronté à la maladie, à la mort, à la vieillesse, et malgré tout que ça nous renvoie à notre propre personne d'ici quelques années. C'est un métier aussi qui est physique, on est tout le temps debout, on est souvent en train de porter, de soulever, de transférer des personnes du lit au fauteuil. Voilà. On a aussi, en tant qu'assistante de vie, on est souvent amené à se déplacer sur la route par n'importe quel temps qu'il fasse, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Voilà, faut aussi supporter ça, les kilomètres, parce que malgré tout, c'est pas forcément évident. Il faut savoir aussi qu'on ne fait pas des journées de 3 heures. Hein, c'est souvent on commence à 7 h le matin, à finir à 8 h le soir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut supporter. Aurélie est également tutrice et souhaite évoluer vers le métier de responsable de secteur avant de devenir plus tard directrice de sa propre société. Amiani, à ce soir. Bonne journée. Merci. Allez, au revoir. Après s'être occupé de son père, mort d'une leucémie et confronté au chômage, Daniel se lance dans le métier d'assistant de vie. Daniel déjoue les préjugés et réussit à faire sa place dans ce métier, et pour cause. Ce ne sont pas des qualités liées au genre, ce sont plutôt des qualités humaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ouvert aux autres, que l'on est dans la situation d'aider quelqu'un, d'être ouvert aux personnes que l'on rencontre, dans le respect de leur situation, eh bien, ces différences n'ont plus lieu d'être, littéralement. Daniel a exercé de nombreuses professions avant de travailler dans le domaine de l'aide à la personne, notamment en librairie, hôtellerie, gestion de stock et même dans l'enseignement. Le travail d'aide à domicile n'était pas au départ une vocation. J'ai eu cette opportunité professionnelle. Je l'ai abordée avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'humilité parce que je ne savais pas si j'étais fait pour ce métier. Mais très rapidement, j'ai pu constater que ce métier était vraiment extraordinaire en termes d'enrichissement personnel. J'ai coutume de dire que je reçois à peu près autant que je donne. Et il y a un vrai relationnel qui s'établit, une vraie relation d'aide. Et ce métier est devenu maintenant, de façon très solide, une vocation chez moi. J'ai vraiment envie de continuer ce travail. Avant de commencer le métier, Daniel est passé par une phase de doute. Il y a un certain nombre d'interrogations qui peuvent même être paralysantes, mais je dois reconnaître que dès la première intervention, je me suis tout de suite senti bien et toutes ces interrogations se sont levées d'elles-mêmes parce que cette relation d'aide se substitue en quelque sorte à toutes les préventions qu'on peut avoir, à toutes les interrogations qu'on peut se faire.
Et ne subsiste que l'aide. Et donc, tout à coup, tout devenait plus facile. Quand Daniel a commencé le métier, il ne savait pas repasser. Il a alors été formé. On se forme en général au fur et à mesure. Et les besoins de formation apparaissent au fur et à mesure de la pratique professionnelle. Et quand on veut exercer ce métier dans les meilleures conditions possibles, eh bien on s'efforce de suivre les formations qui vous permettent de faire face à toutes les situations. Daniel a ainsi suivi une formation concernant la fin de vie, Alzheimer, la dégénérescence sénile et la sécurité. Je préfère intervenir chez les personnes qui ont le plus besoin d'aide, c'est-à-dire qui sont en grande perte d'autonomie, parfois en fin de vie. Et ce sont des secteurs d'intervention dans lesquels je suis paradoxalement plus à l'aise. Parce que j'ai conscience que chaque acte, chaque geste qui est effectué prend une certaine valeur, prend un certain sens. Et donc c'est particulièrement épanouissant et enrichissant, même si, il faut le reconnaître aussi, c'est parfois difficile psychologiquement. Parce qu'il y a une forme d'attachement, ce qui explique pourquoi j'ai choisi les remplacements pour justement me préserver d'une relation qui pourrait être très forte. Daniel regrette les a priori qui risqueraient de se mettre en travers de la relation d'aide. Pour lui, le métier est basé sur une ouverture d'esprit et le respect de l'autre. On se sent utile, c'est un métier dans lequel on peut avoir ce sentiment, même dans les tâches les plus ingrates, qu'on rend service. Et c'est quelque chose qui, à notre époque, est devenu rare. Et je pense que ça donne sa valeur à ce métier, cette relation d'aide, fondamentalement. Fabienne est la mère de 2 enfants handicapés. Assistante maternelle pendant 5 ans, elle sent le besoin de prendre du recul et s'oriente vers l'aide aux personnes âgées. J'ai eu un ras-le-bol d'être enfermée à la maison. Parce que la journée, je m'occupais des enfants des autres et quand mes enfants rentraient, je retrouvais le handicap. Donc j'ai eu besoin de sortir de la maison, de voir d'autres personnes, de voir autre chose. Voilà. Et donc, en même temps, ce que j'ai appris du handicap, parce que le handicap m'a appris, j'ai voulu que ça serve aussi à d'autres personnes, et puis j'ai voulu le partager, finalement. Et c'est avec beaucoup de naturel et de spontanéité qu'elle s'occupe des personnes âgées. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse infantiliser une personne âgée. Ça, je peux pas. Du fait que j'ai des enfants handicapés, que j'ai toujours essayé de leur maintenir une certaine autonomie, je le répercute aussi sur les personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'en vieillissant, en prenant de l'âge, on est quand même moins autonome. Il y a des gestes qu'on a plus de mal à faire. Donc déjà là-dessus, moi le handicap me sert beaucoup. On a beaucoup plus de mal à marcher, on a plus de mal à lever les bras, ne serait-ce que pour se lever d'un lit. Oh, c'est qui Lauriane là? C'est qui? C'est Tata? Ouais. Pour ses enfants, Fabienne avait déjà suivi une formation sur les gestes et postures et appris à effectuer des transferts comme du fauteuil roulant au canapé. Pour travailler auprès des personnes âgées et agir en douceur, elle s'est formée à certaines pathologies liées au vieillissement. C'est un métier qui n'est pas très bien payé, qui devrait être reconnu travail pénible, mais pour autant, je compte faire ce métier jusqu'à la retraite parce que pour moi, il est très enrichissant. Et voilà, maman, elle va faire autrement. Comme ça. Hein? On se met net. Net. C'est à 19h30, quand la plupart des personnes rentrent du travail, qu'Elisabeth commence sa garde. Après avoir travaillé dans la sécurité chez Disney, puis dans la restauration, Elisabeth choisit le service à domicile la nuit. Les gens, le soir, ils sont agréables. Quand on arrive, ils ont toujours le sourire. Et puis, ça nous laisse un peu plus le temps dans la journée pour faire autre chose.
Elisabeth vient d'arriver chez la première personne. Elle se charge de la changer et de la mettre au lit. Là, c'est une opération délicate parce qu'il y a toujours un risque de chute. Donc là, il faut être vraiment très vigilant. Elisabeth reste en moyenne 15 à 30 minutes au domicile. Elle ne traîne pas. Elle a une quinzaine d'interventions à effectuer. Notre rôle chez une personne, c'est de discuter un petit peu avec elle, de la changer, parce que y a des personnes qui ne peuvent pas aller au WC correctement, donc on est obligé de les changer, de les rassurer aussi. On rentre dans leur intimité et à force, on crée un lien. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie de discuter avant d'aller se coucher. Donc on est des fois des confidents parce qu'ils n'ont pas vu de personne la journée. Donc on reste 5 ou 10 minutes en plus pour discuter avec eux parce que ça leur fait du bien avant d'aller se coucher. Ces interventions sont variées. Elles passent par la surveillance, l'aide au repas ou encore le coucher. Comme c'est des personnes âgées, ils aiment bien qu'on respecte les heures. Je regarde la météo l'hiver, parce que quand il y a du verglas ou de la neige, là, on risque d'arriver vraiment un peu plus en retard. Elisabeth travaille ainsi jusqu'à 2 voire 3 heures du matin. Elle aura alors effectué près de 70 km dans la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire à manger pour midi? Alors, on va faire des pommes de terre fricassées. Les personnes âgées, Emmanuelle les connaît bien. Après avoir travaillé en maison de retraite, elle exerce depuis 1 an et demi son métier d'auxiliaire de vie. Pour moi, l'important, c'est qu'ils gardent leur autonomie. Et puis là, en préparant le repas avec madame. Et sinon, des fois, je mange avec eux. Après, il y a pour la toilette, qui se lavent les parties, qu'ils arrivent, le visage, le devant du corps. Son travail repose sur l'accompagnement de la dépendance, mais également sur le dialogue, l'écoute. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact humain surtout. Parler avec les personnes, les découvrir au fur et à mesure, gagner leur confiance. Emmanuelle avoue exercer un métier physiquement et moralement difficile, mais un métier qu'elle aime. Elle envisage de se former et pourquoi pas devenir aide-soignante. Bonjour Madame Clairvaux, c'est Tania. Tania travaille chez 10 personnes différentes. Chez certaines, elle s'y rend tous les jours, chez d'autres, 1 ou 2 fois par semaine. Bonjour Madame Clairvaux. Oui, et vous? Avant de se lancer dans le service à domicile, Tania travaillait en usine. Un travail à la chaîne qui ne laissait pas de place aux relations humaines. En fait, ce métier ne me convenait plus. J'étais dans le stress et ça ne me convenait pas. Comme j'ai un tempérament assez doux, calme et à l'écoute. Donc, je voulais vraiment essayer pour voir ce que ça donnait, ce que ça m'apportait en fait. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon choix. Si ça serait à refaire, je le referai. Toujours à l'écoute des besoins, Tania exerce aujourd'hui un métier dans lequel elle s'épanouit. Et on privilégie vraiment le contact humain, ce qui est vraiment important. Le ménage, les tâches quotidiennes de la vie aussi, mais vraiment le rapport humain, c'est vraiment important. Tania souhaite évoluer vers le métier d'assistante de vie à domicile. Les difficultés de ce métier sont les déplacements, la fatigue, savoir gérer le décès d'une personne, ce qui n'est pas évident, parce qu'on s'attache quand même beaucoup aux personnes. Ça va, vous arrivez en haut? Avant de partir, les 2 femmes ont un petit rituel, échanger autour d'un café. Ah, il a téléphoné. Ouais. Et le travail, ça va? Ah, son travail, ça va. Ouais. Et vous? Cela fait 13 ans qu'Annie connaît la maison. S'occuper des plantes, du repassage, des vitres ou encore du piano, Annie sait ce qu'elle a à faire et s'organise. Quand on fait mon métier, il faut des qualités. Déjà une grande part de discrétion. Savoir absolument faire tout ce qui est dans le ménage. Que ce soit laver les sols, les parquets, ça ne se nettoie pas comme un carrelage.
Il y a des meubles qui peuvent se nettoyer avec certains produits, d'autres avec... Il y a beaucoup de choses qu'elle doit tout connaître. Parce que la personne n'est pas là constamment derrière, elle doit savoir automatiquement ce qu'elle doit faire. Annie a suivi 3 mois de formation sur le savoir-être et le savoir-faire. Elle est consciencieuse, fait son métier avec amour et professionnalisme. Quelqu'un qui a envie de faire ce métier, alors je lui dirais de bien réfléchir. C'est pas comme on croit dans sa tête, ouais, c'est facile, je fais ce que je veux. Non, stop. Il y a le respect de la personne. Il y a les conditions de travail, c'est physique. Il faut être courageuse et savoir être sociale, beaucoup. Mentalement, il faut se mettre à la place de la personne. Parce que la personne a ses exigences. Il faut qu'elle ait confiance en vous. C'est un métier difficile avec de grandes responsabilités. Aujourd'hui encore, Annie a parfois peur d'échouer. On n'est pas infaillible, il y a quand même des risques dans notre métier. Déjà, les personnes, ils ont des affaires très importantes pour eux, qu'on doit respecter. Bon, on a toujours peur de casser quelque chose, ça fait partie de la peur qu'on a de casser quelque chose qui leur est cher. Il y a une responsabilité parce que quand vous avez les clés, la maison, l'alarme à s'occuper, il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Donc je pense que la personne doit avoir beaucoup confiance en vous. Beaucoup. Nous avons suivi 13 personnes très attachantes. Toutes exercent un vrai métier qui aujourd'hui est une véritable passion. En Lorraine, ils sont en tout 50 000 à travailler dans le secteur des services à la personne. Parmi eux, 14 600 sont assistantes maternelles. Ces témoignages reflètent le secteur d'activité qui a le plus de salariés en Lorraine et dont les besoins en professionnels qualifiés sont en constante progression. 30% des salariés ont plus de 50 ans et partiront en retraite dans les prochaines années. Le secteur de l'aide à la personne va donc générer encore de nombreux emplois. Je voulais devenir transporteur. J'ai voulu tout de suite gérer. Meyer-Segmuller, il m'a embauché parce que je lui ai inculqué que je voulais réussir. J'avais la volonté de réussir. J'ai augmenté la clientèle de pratiquement 100%. M'occuper de tout ce qui était déjà camion, clientèle, etc. Et puis un jour, on m'annonce qu'on va changer de directeur. Au fil des mois, des jours, des mois, et ben voilà, on est tombé amoureux. Le 2 mai 1974, j'ai créé mon entreprise. Bien sûr, les clients nous ont suivis. Mon collègue voulait nommer Sarreguemines Transport. Moi, je dis, c'est trop petit, il faut rayonner un peu plus loin. Alors, on a trouvé Alsace-Lorraine Transport. Al, Trans. On a démarré route de Bitche, le dernier bâtiment route de Bitche, avec un dépôt de
50 mètres carrés, un bureau de 8 mètres carrés à peu près. J'ai commencé avec 2 chauffeurs. On a grandi, on a trouvé à Frauenberg un bâtiment vétuste. On a rajouté des hangars, etc., etc. On avait une demande de la clientèle. Au départ, on avait une quinzaine de clients. Et après, on a développé. Pas du tout en quête d'un revenu, mais en quête de développer l'entreprise. On a tenu quand même quelques années à Frauenberg, mais c'était très difficile parce que le week-end, tous les conducteurs rentraient, il fallait garer tous ces véhicules et la place, elle commençait à manquer. On a démarré à Hambach, auprès de l'autoroute. On a construit 15 500 mètres carrés de dépôt, plus des bureaux, sur un terrain de 4 hectares. Hambach s'est considérablement développé avec, en venant en face la Smart, etc. Donc il y a eu beaucoup de demandes de stockage. On avait une dizaine de clients pour la Smart. À commencer par le montage des roues. On est allé chercher à Berlin des moteurs qu'on a séquencés en séquence, amenés à la Smart. C'était assez difficile, un camion qui allait de Sarreguemines à Lyon, de trouver vraiment du fret retour. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en étant sur place, c'était plus simple. D'où la création des agences. Altranslocation, c'est pour diversifier. Parce que je pensais qu'il ne fallait pas rester sur un même métier. Sarreguemines, ça ne lui suffisait pas, alors il fallait Metz, après il fallait Strasbourg, il fallait Nancy. Après nous avons fait partie des groupements et des gros groupements budget par exemple. Alors on a atteint quand même 450 véhicules, c'est énorme. J'étais très ambitieux, mais je ne savais pas que je pouvais atteindre 500 personnes et 1000 cars crises. Quand vous avez un certain parc de véhicules aussi important que le nôtre, vous avez besoin de mécaniciens. Parce qu'aller externaliser tout ça, ça coûtait très cher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, enfin, on a créé notre propre garage avec notre mécanicien, notre carrossier. Et puis voilà, nos véhicules étaient réparés en temps et en heure. Aucun client devait dépasser 13%. Si vous avez uniquement le chiffre d'affaires chez un client, il vous quitte parce que le client, ce n'est pas quelque chose d'acquis, de sûr. Et ben, vous avez vos dépôts qui se vident, etc. Vous avez les camions qui restent dans le parc. Pour moi, ça a été extrêmement difficile. On avait tous les jours un gros problème avec tant de véhicules, etc. Des camions renversés. Après, on avait le fisc sur le dos tout le temps. C'est incroyable ce que ça m'a pris comme énergie. Il fallait le freiner. C'était un homme ambitieux, c'était un homme qui voulait à tout prix arriver. En ouvrant des agences, elle me voulait que je freine, mais... 50 agences, ça ne lui aurait pas fait peur. Je n'écoutais pas, quoi. Têtu. D'abord, au premier lieu, elle était secrétaire, après comptable, après elle a fait tous les postes dans l'entreprise. Là où j'avais besoin d'elle, elle y est allée. Quand vous grandissez avec une entreprise, forcément, vous connaissez tous les rouages de l'entreprise. Alors donc, moi, rien ne me faisait peur. Elle pouvait pratiquement, complètement me remplacer. Très paternel, il était très fier de donner
de l'emploi. Ça, c'est quelque chose que, pour lui, immense, hein, de savoir, ben voilà, aujourd'hui j'ai encore embauché quelqu'un, c'est encore une famille en plus, etc. C'était un bon berger. On a fait une fois un calcul, on était plus de 3000 personnes à vivre sur l'entreprise, c'est quand même important. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est le contact avec les gens. Vraiment, il était très bien avec tout le monde. À mon goût, trop bien. J'ai atteint un but, mais ça m'a pris beaucoup d'efforts et du fait, je suis vidé aujourd'hui. Mon fils, je lui ai confié l'entreprise parce qu'il a fait des études pour. C'est avant tout un financier, un calculateur. Il sait mieux parler que moi. Et puis, il a la tête sur les épaules. Il était apte à prendre les choses en main. Hein. Une des originalités de Paul-Antoine, il a donné des parts aux chefs d'agence pour les fidéliser. Il a quand même été reconnu par ses pairs que c'était un jeune homme, malgré son jeune âge, qu'il avait déjà un savoir-faire et qu'il tient, pour l'instant, bien les rênes de l'entreprise. Et je vais appeler donc le lauréat, Paul-Antoine Young du groupe Altrans. Paul-Antoine Young, il est là. En Moselle. Voilà. Mon fils a eu à Paris la palme du transporteur. Hein, j'en suis très fier, naturellement. J'ai été fier de transmettre à mon fils ce que j'ai réussi à faire. Par contre, je sais l'ampleur de la tâche qui l'attend. Et moi, je lui souhaite 40 années de succès. Je lui fais absolument confiance dans tout ce qu'il entreprend. L'histoire d'Altrans continue. Là, on est en route pour les 50. Un immense hommage et un grand merci à mes parents pour ce qu'ils ont réussi à créer, et pour la sueur et le temps qu'ils ont mis dans leur entreprise. Pour nous, l'aventure continue avec de grands projets. Bien sûr, pérenniser l'entreprise sur le long terme, mais se renforcer dans nos métiers actuels, se renforcer aussi géographiquement sur la France, et ça essentiellement grâce à de la croissance externe. Pour nous, l'aventure maintenant, elle se tourne vers l'avenir, avec le courage et puis la participation de tous les employés de la société. Et nous vous disons merci et bonne route, et que vous croisiez encore longtemps des bâches Altrans sur les routes de France.